Time-lapse, l'heure du savoir, par Olivier Bonneton. Bienvenue dans ce 4e épisode de Time-lapse. Le mois dernier, nous avions accompagné des hommes et des femmes dans leur premier pas vers l'espace. Comme le disait Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Je vous propose ce mois-ci d'explorer et de dompter le hasard. Passer de la croyance selon laquelle seuls les dieux connaissent l'avenir à la quantification des probabilités de réalisation d'événements est une fabuleuse aventure qui mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui. Il nous faudra bien plus d'une émission pour parcourir cette extraordinaire histoire, mais déjà, il nous faut nous poser la question et nous interroger sur la définition même de ce qu'est le hasard. Le Larousse nous définit le hasard comme une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Les synonymes du mot hasard sont évocateurs: accident, aléa, aubaine, éventualité, chance, destinée, danger, contingence, coïncidence, imprévu, incertitude, malchance, indétermination, péril ou encore sort. Mais reprenons tout d'abord au commencement des choses. Tout était chaos et ténèbres. Puis un événement d'une énergie incroyable émerge et la lumière symbolisant l'ordre naturel emplit l'univers. Big Bang pour les uns, Fiat Lux pour les autres, que la lumière soit. Cet événement va créer notre monde et nous n'aurons de cesse alors de vouloir comprendre et expliquer cette organisation. Les premières explications sont avant tout des histoires qui se perpétuent de génération en génération sous forme de mythes. Ces genèses du monde, que l'on appelle en jargon scientifique cosmogénèse, font partie du patrimoine de l'humanité par leur richesse et leur influence sur toutes les civilisations antiques, voire actuelles. Deux grandes épopées ont traversé le temps, l'épopée de Gilgamesh vers -1800 avant Jésus-Christ et l'Odyssée relatée par Homère vers -700 avant Jésus-Christ. Revenons à la science grecque. Le but ultime de la mathématique grecque était de trouver des vérités à partir d'observations ou d'assertions évidentes appelées axiomes. Il en découlait des démonstrations qui aboutissaient à des théorèmes. Ce n'était donc pas le chemin idéal pour découvrir des solutions enclines à l'incertitude et au monde des probabilités. Les Grecs cherchaient avant tout des résultats certains et indiscutables, bien loin des résultats provenant d'un quelconque hasard. Car le hasard n'existait tout simplement pas. Il était pour les Grecs la volonté des dieux, le désir et le plaisir de ceux-ci de jouer avec nous autres les humains. L'homme n'était qu'une marionnette dans les mains des dieux, le caractère aléatoire d'un événement n'avait aucun sens. Tout était dirigé par les dieux et les hommes ne pouvaient qu'entrevoir la volonté de ceux-ci. Dans le panthéon des dieux et déesses grecs, Tyché, ou encore nommé Fortuna et sa corne d'abondance, représente la chance, les coïncidences, la fortune, la prospérité, la destinée. Avec les Romains, les mathématiques passent du domaine de la recherche de la vérité au domaine de la technique et de l'utilité. L'ingénierie prime sur la recherche, le savoir appliqué domine littéralement la recherche fondamentale. Nous pouvons citer un grand nombre de scientifiques grecs, Euclide, Pythagore, Thalès, Archimède, mais combien d'entre nous sont capables de citer ne serait-ce qu'un seul mathématicien romain? Au Moyen-Âge encore, le hasard n'est pas une source d'étude car les idées religieuses l'emportent sur l'incertain et la volonté de Dieu surpassant le savoir humain est une réponse aux aléas de la vie. Dieu est omniprésent et omniscient. Rien n'est aléatoire, rien n'est le fruit du hasard. Rien n'arrive sans cause car ce qui n'est pas connu dépend de la volonté divine et n'est simplement pas accessible à l'homme. Une épidémie, et c'est la volonté de Dieu de punir les hommes. L'appel à la providence divine a été un obstacle important dans le développement des sciences au Moyen Âge. Parmi les ouvrages illustrant cette volonté d'associer le hasard à une origine mystique ou divine, citons le Yi King ou Livre des mutations, datant de 1200 avant Jésus-Christ et écrit en Chine. Le Yi King est consulté en réalisant 6 tirages aléatoires de bâtonnets. Ceux-ci forment alors une figure appelée hexagramme et à chaque hexagramme correspond un commentaire ou une explication
permettant une réponse à une question donnée. Dans la série ou le roman Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, relatant une uchronie dans laquelle l'Allemagne et le Japon remportent la Seconde Guerre mondiale, le Yi-King est un élément fondamental, autant dans l'histoire que dans la construction même du roman. Dans l'Europe médiévale, le tarot et son tirage de l'âme en est un autre exemple. La destinée est consultée à travers le tirage aléatoire de cartes afin de délivrer un message. Pour l'anecdote, peu de personnes savent que le jeu de 52 cartes symbolise le cours du temps, la vanité et la vacuité de la vie sur Terre. 4 saisons, 4 couleurs, à associer à 13 figures, soit 4 x 13, 52 comme le nombre de semaines. Et si nous faisons la somme des valeurs des cartes, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 13, nous trouvons 91, qui, multiplié par les 4 saisons, donne 364. Si on ajoute à cela un joker, nous avons 365 points, soit 365 jours, une année. Le jeu symbolise le lien étroit entre les cartes et le cours de la vie d'un homme. Il faut attendre la Renaissance pour voir se transformer le regard sur le monde aléatoire, et ce, essentiellement à travers l'observation des nombreux jeux de dés et autres jeux d'argent de l'époque. Parmi les protagonistes qui ont permis une avancée, citons Pascal, Fermat et le célèbre chevalier de Méré. De son vrai nom Antoine Gombaud, le chevalier de Méré est un noble passionné par les jeux de dés et de cartes de l'époque. Au-delà du jeu, il réfléchit sur la manière d'accroître ses gains et une correspondance écrite s'établit entre le chevalier de Méré, Blaise Pascal et Pierre de Fermat. La théorie des probabilités peut enfin prendre son envol. Nous sommes en 1654, c'est à cette époque que Pascal formule son célèbre pari dans son livre « Les pensées ». Faut-il croire ou non en Dieu ? Pascal propose une explication rationnelle basée sur la logique et non sur l'intuition. Et au centre de ce raisonnement se trouve la notion de pari et de risque. Quel est le gain de croire ou de ne pas croire ? Quelle est la prise de risque de se tromper ? Son argumentation se résume en 4 éventualités devenues célèbres depuis lors. Si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous subissez une petite perte, car vous avez dû respecter les règles religieuses pendant votre vie pour rien au final. Si vous pariez sur l'existence de Dieu et que Dieu existe, votre gain est infini. Vous vivez dans ce cas un bonheur éternel au paradis. Si vous pariez contre l'existence de Dieu et que Dieu n'existe pas, vous obtenez un petit gain car vous vous êtes dispensé de respecter les contraintes de la religion durant toute votre vie. Enfin, si vous pariez contre l'existence de Dieu et que Dieu finalement existe, votre perte est infinie. Vous êtes enfermé pour l'éternité en enfer. Ainsi, pour Pascal, une personne a tout intérêt à croire en Dieu, que Dieu existe ou non. En effet, si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne perdent rien ou presque. En revanche, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis, tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Au-delà de ce raisonnement se profilent lentement les notions de risque, de gain et d'espérance mathématique qui vont être formulées quelques années plus tard. Avec Jacques Bernoulli, les bases de la théorie des probabilités sont posées et de nombreuses découvertes sont réalisées dans les années qui suivent. L'homme soumet l'univers à sa volonté à travers la découverte des lois fondamentales en physique. Isaac Newton et Pierre-Simon de Laplace réécrivent les lois qui gouvernent notre monde. Le déterminisme devient le courant de pensée essentiel au XVIIIe siècle et en ce début du XIXe. C'est à Laplace que l'on doit cette fameuse phrase résumant à elle seule la démarche déterministe lorsque Napoléon Ier lui demande la raison de l'absence de Dieu dans son traité de cosmologie. Celui-ci lui répond « Dieu ? Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Dieu est alors perçu à cette époque comme un Dieu lacunaire. On fait appel au divin lorsqu'on ne peut expliquer un phénomène par une théorie scientifique. Einstein, un siècle plus tard, dira « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Il faudra attendre le XXe siècle, justement, pour qu'un grain de sable vienne enrayer cette belle mécanique universelle que Voltaire décrivait comme une belle horlogerie.
le déterminisme laplacien succombera sous le joug des nouvelles découvertes scientifiques comme la théorie du chaos ou encore le principe d'incertitude d'Heisenberg. Citons une dernière fois Pierre-Simon de Laplace. Il est remarquable qu'une science qui a commencé par des considérations sur les jeux de hasard ait fini par être le sujet le plus important de la connaissance humaine. Effectivement, 2 siècles plus tard, cette citation n'en est que plus vraie. Et ce, grâce à Adolphe Quetelet, qui va devenir le père de la statistique moderne en créant un pont entre les mathématiques et les sciences sociales. Il met en avant le fait suivant. S'il est vrai que les phénomènes restent imprédictibles pour un individu donné, en revanche, en s'intéressant à la population entière ou à un grand échantillon, on met en évidence une tendance générale. La loi des grands nombres va permettre de soumettre le hasard à un fil conducteur qui devient visible et tangible. Le hasard devient contrôlé et ainsi maîtrisé, celui-ci nous éclaire sur la tendance générale d'événements qui, pris individuellement, sont aléatoires. Si je lance une pièce non truquée, je ne connais pas le résultat, mais je sais que si je la lance 100 fois, j'aurai environ 50 piles et 50 faces. De nos jours, la théorie des probabilités se retrouve en physique moderne, dans la mécanique quantique, mais aussi dans tous les domaines qui nécessitent une prise de décision, que ce soit en médecine pour les essais cliniques randomisés, en comptabilité pour évaluer le seuil de rentabilité probabilisé d'un investissement, ou encore dans le domaine des sondages ou du contrôle qualité. Même l'intelligence artificielle utilise les probabilités dans ses différents modèles d'apprentissage. La liste est longue et les probabilités constituent à ce jour un support fondamental dans un grand nombre de domaines. Hasard et science, a priori, ne font pas bon ménage ensemble. Et pourtant, nous avons vu que la science, par sa volonté de vouloir comprendre le monde, a dû côtoyer les phénomènes aléatoires afin de mieux les apprivoiser. Pourtant, j'aimerais vous montrer que le hasard a souvent su récompenser la science au travers de nombreuses découvertes. On peut bien entendu voir la recherche scientifique comme une succession de découvertes permettant de progresser graduellement. Daniel Kuhn, dans son livre « La structure des révolutions scientifiques », montre au contraire que cette vision continue de la science est erronée. La science fonctionne par rupture, par des changements de paradigme. On ne passe pas du géocentrisme à l'héliocentrisme sans changer de conception. On parle d'ailleurs de révolution copernicienne, plaçant alors le Soleil au centre et non plus la Terre. Daniel Kuhn nous propose de parcourir à nouveau l'histoire des sciences en se concentrant sur ces ruptures, ces révolutions, ces moments où la science normale, gérée par la communauté et le consortium scientifique, se trouve alors en échec. La science progresse par mue à l'instar d'un insecte, changer de peau pour grandir, changer de paradigme pour évoluer. Le hasard a aussi joué un rôle important dans la découverte et c'est notre mot du jour, la sérendipité, consacré tout de même mot de l'année en 2009 par la revue Sciences Humaines. Citons Daniel Boursier et Peg Van Edel pour définir ce mot. La sérendipité ne commence pas par une savante hypothèse ou avec un plan déterminé. Les milliers de grandes ou petites innovations qui ont jalonné l'histoire de l'humanité ont un élément commun, elles n'ont pu se transmettre que parce qu'un observateur, un expérimentateur, un artiste, un chercheur, à un certain moment, ont su tirer profit de circonstances imprévues. La sérendipité est la conjonction du hasard heureux qui permet au chercheur de faire une découverte inattendue et de l'aptitude de ce même chercheur à saisir et à exploiter cette chance. Pour Sylvie Catelin, auteure du livre « Sérendipité, du conte au concept », la sérendipité est à la frontière des arts et de la science. Faire découvrir la sérendipité, c'est faire comprendre que lorsque la science découvre, elle est un art. Je vous invite à parcourir quelques découvertes où le hasard a récompensé son observateur d'une magnifique trouvaille ou innovation. L'exemple emblématique est Archimède, qui dans son bain cherche à comprendre comment flottent les navires. La baignoire est pleine à ras-bord, quand il entre dedans, elle déborde. Le volume d'eau déplacé est égal à celui de la partie de son corps immergé. La solution lui apparaît, c'est le très célèbre Eureka,
qui par ailleurs est la devise de l'État de Californie. On le trouve sur le sceau officiel de cet État, vous pouvez vérifier. En 1948, l'ingénieur électricien suisse Georges de Mestral invente le velcro. Au retour d'une partie de chasse dans les Alpes, celui-ci doit enlever quantité de fruits de bardane accrochés à ses vêtements et dans les poils de son chien. Observant le fruit au microscope, il constate que les épines du fruit sont terminées par des crochets déformables. Ces crochets se prennent dans les poils et les tissus et reviennent à leur forme initiale une fois arrachés d'un support. Cela lui donne l'idée de créer un type de fermeture rapide pour vêtements. Nous sommes le 12 septembre 1940. Grâce à son chien qui s'était engouffré dans un trou en poursuivant un lapin, le jeune périgourdin Marcel Ravida et 3 camarades découvrent la célèbre grotte de Lascaux près de Montignac. Stupéfaits de trouver des peintures sur les parois, ils alertent leur instituteur Léon Laval. Quelques jours plus tard, le préhistorien Henri Breuil atteste qu'il s'agit de peintures pariétales du Paléolithique supérieur. L'aspartame en 1965, l'acésulfame K en 1967 et la sucralose en 1976. 3 substances omniprésentes dans l'industrie agroalimentaire de nos jours et 3 substances découvertes par hasard. Pour les 2 premières, c'est en humectant leurs doigts pour attraper une feuille de papier que les scientifiques James Schattler, Karl Kloss et Harald Jensen découvrent que ces produits ont une saveur sucrée. Fort heureusement pour eux, ces produits ne sont pas toxiques. On peut s'inquiéter quand même du protocole mis en place, bien loin des consignes élémentaires de sécurité. Pour la sucralose, Sashikant Padnis, un jeune étudiant indien à Londres, parlant mal l'anglais, aurait confondu les mots test et taste. On lui avait demandé de tester les propriétés du produit, mais il aurait confondu le mot test avec taste, qui veut dire goûter en anglais, et aurait effectivement goûté le produit, inconscient des risques pour sa santé. C'est ainsi qu'il découvre le pouvoir sucrant, plusieurs centaines de fois plus intense que le sucre, de la sucralose. 1945. Un ingénieur fait une pause devant un radar et s'aperçoit par inadvertance que sa barre chocolatée placée dans une poche de sa chemise se met à fondre. Surpris dans un premier temps, il en conclut que le rayonnement dégagé par le magnétron, un composant clé du radar, produit de la chaleur. Cet ingénieur, Percy Spencer, vient de découvrir le principe du four à micro-ondes. Un grand nombre d'autres découvertes sont à découvrir dans le livre de Peg Van Andel et Daniel Boursier, De la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit, leçons de l'inattendu, aux éditions L'Acte même. Pour citer Napoléon Bonaparte, le hasard est le seul roi légitime dans l'univers. Cette vision holistique d'ailleurs se retrouve bien dans la série hallucinante intitulée Dirk Gently, détective holistique. Une série réservée aux fans exclusivement de Doctor Who et de Douglas Adams, auteur entre autres du Guide du voyageur galactique. Si ces univers déjantés vous sont inconnus, alors passez dans ce cas votre chemin. Nous avons parcouru l'espace et le temps à la recherche d'un ordre caché. Nous avons joué avec le hasard, puis nous avons désiré gagner contre lui. Aujourd'hui encore, notre société cherche à tout contrôler, et pour ce faire, elle a pactisé avec le hasard. Elle lui a laissé les résultats isolés, intermédiaires, ponctuels, tandis que dans le même temps, elle s'octroyait les résultats collectifs à grande échelle. Finissons avec une citation du statisticien indien Rao. « Le hasard porte sur l'ordre dans le désordre, alors que le chaos porte sur le désordre dans l'ordre. » De même qu'il serait intenable de vivre dans un monde chaotique et imprévisible, de même vivre dans un monde certain et prévisible serait clairement dénué d'intérêt. C'est dans un subtil mélange des deux que notre monde trouve sa saveur et son charme, une pincée d'aléas juste pour pimenter notre vie. Voilà la recette inratable d'une existence aboutie. J'espère que ce 4e épisode de Timelapse vous a plu et j'aurai plaisir à vous retrouver le mois prochain. D'ici là, vous pouvez revoir les épisodes précédents en podcast et en vidéo sur ma chaîne YouTube,
ainsi que réécouter les musiques sur Deezer en cherchant la playlist Timelapse épisode 4. Tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Antoine-Claude Gabriel Jobert, Le Trésor de pensée, 1852.